Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Une précédente session vous a permis de comprendre ce que signifie investir dans la confiance. Durant la session d'aujourd'hui, animée par Georges-Éric Martineau, il s'agit de partager l'expérience de l'entreprise Frémont Affûtage dans ce sens. Passons directement à la présentation de cette entreprise. Et, et donc, Godin a créé une école, a créé une crèche, un théâtre pour que les gens développent des niveaux de culture. Et notamment, un truc étonnant, c'est une piscine qui était chauffée par l'eau de la fonderie. Et cette piscine avait un fond qui était relevable avec un système de poulies. Et quand les gens ne savaient pas nager, bon, on les invitait à venir à la piscine, mais ils avaient pied. Et ceux qui savaient nager, on redescendait le fond pour qu'ils puissent nager. Donc, on peut dire que aussi les logements étaient affectés non pas en fonction du grade, mais en fonction de la taille de la famille. C'est-à-dire une famille qui avait 3 enfants avait un logement plus grand qu'une famille qui était avec un couple sans enfants. Tout à l'heure, j'aborderai la notion de paternalisme et de Ford. Paternalisme et Ford, le logement était attribué en fonction du grade de la personne. Donc, pour revenir à Godin, Godin, qui était un couple sans enfants, avait donc un petit logement. C'est ce qui lui a valu de divorcer parce que sa femme trouvait qu'un patron devait avoir un gros logement. Et en plus, comme il a divorcé, Godin a été excommunié. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a osé être à contre-courant de son époque. Hein, voilà. Alors, on peut dire que Godin a en quelque sorte inventé, a fait une utopie qu'il a mis en œuvre, ça c'est fort. La coopération entre les gens était importante et on peut dire qu'il a inventé l'analyse fonctionnelle avant l'heure dans la mesure où l'environnement matériel était lié aux besoins des gens et non pas à l'image hiérarchique de la bourgeoisie, etc. Donc ça, c'était Godin, une première. Alors, pour info, j'organise régulièrement des visites à Guise, puisqu'ils en ont créé un musée du management là-bas, qui est vu même par les Japonais. Des Japonais viennent régulièrement voir ça. Deuxième exemple de disruption, c'est au début du XXe siècle, c'est Ford et le taylorisme. Alors, Henry Ford s'est aperçu que son père, qui était fermier, travaillait beaucoup pour peu de résultats. Il se fatiguait beaucoup, etc. Et de plus, un jour, son père chute de cheval. Donc, ça lui inspire l'idée qu'il y a mieux à faire dans le transport que de se déplacer à cheval. Donc, il synchronise ces deux idées pour se dire comment repenser l'organisation d'une part et d'autre part, comment offrir à la population autre chose que le cheval. Donc, il a développé un système de management du travail qui est directif et qui est basé sur la division du travail. Voilà. Donc ici, on a affaire à la Ford T, qui est un véhicule un peu simpliste pour l'époque, puisque avant les carrossiers faisaient des voitures très sophistiquées. La Ford T ne coûtait pas cher, elle permettait même aux salariés de pouvoir l'acheter. Et le corollaire de cette production, ça a été un peu évoqué dans le film de Charlie Chaplin, ici, dont j'ai extrait un extrait, dont j'ai mis un extrait ici, où effectivement on voit le travail répétitif à la chaîne, etc. Donc du coup, il y a une insatisfaction quand même des salariés, même s'ils ont un salaire, même s'ils ont une voiture, ils ont un travail qui n'est pas forcément valorisant. Notamment, Ford part du principe que le système est basé sur le fait que le travail intellectuel doit être fait dans des bureaux et le travail à l'atelier est un travail physique, on n'a pas besoin d'utiliser son intelligence. Donc, les mains de l'homme sont des mains uniquement sans le cerveau, et puis dans les bureaux, ils ont des cerveaux peut-être sans les mains. Donc, ça n'a pas facilité l'ambiance, quoi. Alors, le principe de Taylor est évoqué ici dans ce que j'ai mis, et du coup, ça a entraîné une contagion, on va dire, de ces principes dans d'autres organisations. Notamment, j'ai noté par exemple que des entreprises en France ont repris le système d'organisation scientifique du travail, hein, c'est la base de ça, à travers ce qu'on a appelé le paternalisme. Et en France, des entreprises comme Devindel en Lorraine, alors je connais bien parce que c'est ma région d'origine, ou Michelin par exemple, à Clermont-Ferrand, ou alors même d'autres entreprises, notamment
dans l'industrie, notamment Schneider au Creusot, ont développé un système d'organisation scientifique extrêmement rentable dans la mesure où on avait des moyens de production peu coûteux, mais par contre, le personnel n'était pas valorisé. Et j'ai un extrait d'un article d'un journaliste de Michelin qui dit que dans les années 30, par exemple, il dit on est du verbe naître à la clinique Michelin, on étudie à l'école Michelin, on prie à l'église Jésus ouvrier, qui est construite au milieu d'une cité ouvrière, à côté des rues du courage, des rues de la volonté, des rues du devoir. On fait ses courses à la coopérative Michelin et on pratique le sport à l'association sportive Michelin. Il faut savoir que dans les années 80, Michelin a évolué vers un management beaucoup plus participatif. Et je peux en témoigner parce qu'en tant qu'intervenant à l'Institut européen de la qualité à Vichy, c'est près de Clermont-Ferrand, j'interviens beaucoup dans des sites Michelin pour faire du suivi de parrainage d'étudiants. Donc, je sais que ça évolue beaucoup. Voilà. Donc, c'était la deuxième disruption qui est basée donc, sur le taylorisme. Alors maintenant, j'arrive à une autre évolution qui est assez originale en France, qui est très connue pour les gens qui s'intéressent au management innovant. C'est la fonderie Favy, qui est une fonderie de laiton, qui a été reprise en 1971 par un groupe français de passionnés de sidérurgie, c'est le groupe Rousseau, c'est la famille Rousseau, c'est un peu comme de Wendel, et que cette entreprise était en train de disparaître. Ils ont dit c'est dommage que la seule entreprise de fonderie de laiton importante en France disparaisse. Donc, ils ont nommé à la tête de cette entreprise un original qui est Jean-François Zobrist, qui, depuis 1971, a développé un système basé sur la confiance. Et d'abord, il a supprimé les contrôles inutiles. Alors, il considère que la confiance, ça rapporte beaucoup plus que le contrôle. Et notamment dans le magasin, il s'était aperçu que le magasin était fermé à clé, mais que les gens, en fait, sortaient des produits pour amener chez eux, notamment les gants pour jardiner. Alors, il a dit, finalement, on va donner des gants à tout le monde et on va ouvrir le magasin. Donc, ce fait-là a été marquant. Et puis surtout, il a dit aux gens, c'est l'entreprise. Si l'entreprise gagne sa vie, on pourra augmenter les salaires. Donc, ça a motivé les gens pour respecter les valeurs de l'entreprise. Alors, un postulat chez Favy, c'est basé sur le fait que l'humain est bon. C'est-à-dire que quand on embauche quelqu'un, on considère qu'a priori, c'est quelqu'un de bien, d'honnête, de courageux et tout ça. Et c'est un effet de contagion. Parce que même si les gens ne sont pas complètement comme ça au départ, quand ils entrent dans cette entreprise, ils ont envie d'être comme ça. Alors pour ça, il a basé ça sur une théorie qui est basée, certains connaissent la théorie de Maslow et la théorie de MacGregor. MacGregor a bâti deux théories, une qui s'appelle X en disant l'homme a besoin d'être surveillé, contrôlé pour faire quelque chose. Et puis la deuxième théorie, c'est la théorie Y de MacGregor, c'est le style que les gens sont libres, sont capables de faire les choses sans qu'on leur donne des ordres, du moment qu'ils savent quels sont les objectifs à atteindre. Donc, Favy utilise la théorie Y de MacGregor comme source un peu philosophique. Alors, ça entraîne beaucoup de liberté, mais il y a des règles du jeu. On l'a vu dans l'entreprise libérée la semaine dernière avec Isabelle Loire, c'est que la liberté, ce n'est pas une liberté totale. La liberté, chacun doit s'organiser librement avec deux limites. D'une part, le respect des clients externes, ceux à qui on destine notre produit, et surtout le respect aussi des clients internes, c'est-à-dire les collègues, les collaborateurs. Et puis, deuxième élément, c'est la confiance en l'autre. Il faut avoir confiance en l'autre pour avoir confiance au système. Donc, tout ça, ça entraîne une certaine coordination sociologique assez pointue. Voilà. Alors, chez Favy, il y a un certain nombre de choses intéressantes sur le plan de l'organisation. Favy considère qu'on est dans un monde un peu trop carré, c'est-à-dire le client veut tout et tout de suite. Alors, ce n'est pas évident pour l'entreprise de répondre à ça, et eux, ils s'opposent à ça en disant que Favry est une entreprise ronde, c'est-à-dire une entreprise nuancée. Pour ça, Favy a fait des fiches qui sont gratuites et disponibles sur Internet en PDF, et ces fiches témoignent du système de Favy. Notamment, elles sont présentées selon deux idées antagonistes, on va dire. Par exemple, sur une fiche, ils disent, est-ce qu'il faut agir à un jour et réfléchir à 20 ans, ou alors est-ce qu'il vaut mieux agir à 1 an et penser à 5 ans? Chez Favy, disent non, il faut agir à un jour parce que le client doit être livré ce soir à telle heure avec la quantité voulue. Donc ça, c'est prépondérant. En revanche,
quand on a atteint cet objectif, on peut prendre du temps pour réfléchir à 20 ans. Par exemple, est-ce que dans 20 ans, les machines à laver fonctionneront toujours avec de l'eau? Il est probable que non, les machines à laver fonctionneront avec un système d'ultrasons. Et à ce moment-là, les fabricants de machines à laver qui réfléchissent qu'à 5 ans, ben, ils continuent à améliorer des diligences alors que le futur n'est pas du tout là. Donc du coup, Favi se dit, quel est le futur? Et ils ont lancé des fabrications innovantes grâce à ça, notamment à partir du laiton, des poignées de porte antibactériennes. Par exemple, c'était une innovation de chez eux, ça. Alors, chez Favi, donc, il y a cette démarche qui est là. Une petite anecdote aussi pour illustrer le propos, c'est que les voitures de fonction chez Favi sont utilisées en fonction du besoin et non pas en fonction du grade. Il y a très peu de niveaux hiérarchiques. Et ces voitures, elles sont utilisées jusqu'à 160 000 km et quand elles ont atteint ce kilométrage, elles sont tirées au sort pour être données à un salarié. Donc, du coup, ça a un effet un petit peu intéressant, c'est que les salariés chouchoutent les voitures, on va dire, parce qu'ils se disent, c'est peut-être moi qui vais l'avoir par tirage au sort. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, simples et pleines de bon sens, qui peuvent contribuer à améliorer les choses. Alors, Zobrist fait des citations assez étonnantes, mais j'en ai mis une là. Il dit, ce ne sont pas les patrons qui paient les ouvriers, mais les ouvriers qui paient les patrons. C'est le travail de l'ouvrier qui enrichit l'entreprise. Donc là, on est bien dans une structure où on donne aux ouvriers la possibilité de s'exprimer, se libérer. Donc, on va vers le chemin de la confiance. Alors, je continuerai, ce sera presque la fin de mon propos, c'est Tesla et SpaceX. Alors, Tesla a développé une démarche assez originale avec Elon Musk, c'est de faire une voiture nouvelle qui n'est pas une voiture, qui est un ordinateur sur lequel on a mis des roues. Et en fait, la voiture est conçue à partir d'une sorte de tablette, et autour de cette tablette, on a fait une voiture. Et franchement, ça n'a rien à voir avec les véhicules classiques actuels, qui sont plutôt des adaptations de véhicules thermiques vers des véhicules électriques. C'est le cas de la Zoé, de la Peugeot E208, etc., qui sont des voitures thermiques dans lesquelles on a fourgué un moteur ou deux moteurs électriques. Tesla fonctionne différemment. Et Tesla fonctionne par une technique, c'est les clients qui portent l'entreprise, qui la propulsent vers le futur. Les premiers modèles Tesla ont été achetés par anticipation. C'est-à-dire que les gens payaient avant d'avoir la voiture. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, puisqu'ils sortent un véhicule tout-terrain qui s'appelle le Cybertruck. Il y a déjà 1 million de précommandes, alors que la voiture n'est pas encore fabriquée. Donc là aussi. Et puis, il faut savoir que dans le système Tesla, le client peut remonter des informations en direct par le réseau de la voiture, parce que la voiture est tout le temps connectée, pour la faire évoluer. Et moi, je peux en parler de façon réelle, puisque j'ai une Tesla depuis 2 ans, et depuis 2 ans, ma voiture a évolué d'au moins une trentaine de fois, des nouvelles fonctions. Alors, il faut savoir que Elon Musk est complètement à contre-courant par rapport à ce qui se faisait avant, notamment dans le cadre de SpaceX, qui est une société qui est en sous-traitance pour la NASA aux États-Unis et qui envoie les fusées pour la station spatiale actuellement et qui a des projets pour Mars. La NASA, à l'époque, avait une sorte de leitmotiv qui disait que la défaillance n'est pas une option. C'est-à-dire, on considérait qu'il fallait faire les choses très très bien pour pas qu'il y ait de défaillance. Et voilà, donc ça, c'était la vision. Alors, je suis allé sur place, là, aux États-Unis, voir l'avant-dernier lancement de la navette Discovery. Effectivement, ce message est répété partout dans le site de Cap Kennedy. SpaceX fonctionne autrement. Ils disent chez SpaceX, l'échec est une option qui permet de comprendre pour apprendre. C'est-à-dire, du moment que l'échec n'entraîne pas de vie humaine, etc., eh bien, on peut se permettre des échecs parce qu'on va apprendre beaucoup plus d'un échec que de tout verrouiller et de ne pas laisser passer l'échec. Et c'est là qu'on dit qu'en verrouillant tout, finalement, on peut louper un truc grave et le gros échec apparaît, ce qui est arrivé aux États-Unis avec une navette qui a explosé, entre autres. Donc, du coup, cette vision complètement à contre-courant de Tesla est assez impressionnante par rapport à ça. Donc voilà, j'en terminerai là pour la partie de disruption. Simplement une petite conclusion avant de passer la parole à Marie-Paul, c'est que la confiance est une approche sociale finalement dont les bénéfices sont économiques. On ne fait pas ça pour les beaux yeux des gens uniquement, peut-être aussi, mais pas uniquement, on fait ça aussi parce que l'entreprise y gagne. Zobrist disait le fait d'avoir retirer les clés du magasin, ça a augmenté de 1% les marges. Les gens se sont sentis en confiance. Plus les gens se font confiance entre eux, plus ils se sentent heureux. Et ça, j'ai l'expérience un peu d'un livre écrit par une Danoise qui dit « Heureux comme un Danois ». Et les gens heureux sont capables de se surpasser.
Parce que quand on est heureux, on libère notre cerveau pour développer des choses. Et au Danemark, par exemple, sur leur modèle de qualité de vie, ils disent la confiance est le premier point. La confiance est basée sur le fait que je ne crains pas mon prochain. Quand je rencontre quelqu'un au hasard, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Le niveau de confiance au Danemark est assez élevé puisque statistiquement, il est de 78%, mais en France, il est de 30%. Donc voilà, et je ne dis pas au Brésil, il est de 5%. Donc voilà, ces études montrent l'intérêt de la confiance. Alors, la confiance est fragile parce que quand ça marche, c'est bien, mais ça peut se détruire très rapidement. Il faut peu de choses. Eh bien maintenant, je vais passer la parole à Marie-Paul et qui va nous parler de l'évolution technique dans son entreprise vers le numérique, aussi nous montrer qu'un métier a changé et qu'il a fallu accompagner les opérateurs sans les stresser. C'est ce que Marie-Paul va nous montrer maintenant, comment elle est passée d'un système artisanal avec un système beaucoup plus robotisé, on va dire. Voilà, Marie-Paul, je vous laisse la parole si vous êtes toujours là. Je suis toujours là. Merci Jacques pour votre présentation qui était très passionnante, qui retrace très bien l'évolution du management dans les 160 dernières années avec des cas hyper intéressants. Moi, je vais vous apporter ma toute petite contribution. Mais avant de rentrer dans mon témoignage, je souhaite qu'on visionne la vidéo de l'entreprise qui représente vraiment notre cœur de métier. Ce sera plus compréhensible ensuite. Donc, je vais vous laisser lancer la vidéo si vous voulez bien. Alors normalement, je la lance, c'est ça. Est-ce que vous la voyez là? Moi, je la vois. Bon, c'est bon. Voilà, je reprends le diaporama. Voilà, le slide suivant. Voilà.
Sur la construction de la confiance. Voilà, donc le suivant. C'est pas celui-ci. Voilà. Voilà. Donc, c'était vraiment cette vidéo, c'était pour présenter vraiment notre activité, pour comprendre ensuite tout ce que je vais expliquer. Donc, notre société existe depuis 31 ans. On est spécialisé dans l'affûtage et la fabrication de lames pour l'industrie agroalimentaire. On intervient sur l'ensemble du territoire national. Donc, on est une petite entreprise, mais on a quand même, on intervient donc sur l'ensemble du territoire national. On travaille pour des grandes marques telles Maître Coq, Charal, Bordeaux-Chanel, tout ce qui concerne l'industrie donc agro et de transformation. On développe nos propres techniques d'affûtage et on réalise tout le processus en interne. Donc, ça veut dire qu'en 30 ans, ça nous a obligés à vraiment intégrer les évolutions technologiques et également de former en amont tout le personnel. On apporte du conseil à nos clients et on assure un suivi personnalisé pour l'utilisation des lames. On garantit la traçabilité également des outils de coupe. Ça, c'est notre cœur de métier. On peut répondre à un très grand nombre de demandes de haute précision. Ça, on peut le faire parce que notre personnel, il est hautement qualifié. On a également des équipements qui sont renouvelés régulièrement et on a également du matériel de contrôle. On réalise en prestation d'affûtage, ça représente à peu près 700 variétés de lames différentes, de taille, de forme et d'utilisation différentes, toujours pour l'industrie agroalimentaire. C'est vraiment notre cœur de métier. Ça représente 65% de notre activité. Et on a également une activité de fabrication et de négoce de lames. Donc, on peut faire découper des lames à façon et on les termine en fonction de l'utilisation et du besoin du client. Ça représente 30-35% de notre activité. Donc, je vous présenterai plus tard un slide avec des chiffres qui indiquent la progression de la société en termes de chiffre d'affaires, en termes d'unités de travail, en termes de locaux et de matériel. Donc ça, je vous le présenterai dans un slide suivant. On a également, alors ce qui est important, c'est qu'on travaille en horaires normaux. Ça, c'est important pour les salariés. On n'a pas de pointeuse. Donc ça, c'est fait confiance à nos salariés. Et l'ensemble des collaborateurs disposent d'une clé pour rentrer dans les locaux. Ils peuvent venir dans les locaux lorsqu'ils veulent. Donc, le slide suivant. Alors, j'ai un petit souci avec les slides parce qu'ils sont en automatique. Il faut que je les bloque un peu. Bon, ce n'est pas grave. Hein, Voilà, le slide suivant sur l'évolution technologique. Voilà. En fait, au démarrage de notre activité, donc il y a 30 ans, la clientèle de l'entreprise, c'était une petite entreprise artisanale que l'on a rachetée il y a 30 ans et qui était essentiellement tournée vers le matériel des particuliers et des artisans. Donc, il n'y avait pas besoin de matériel performant. La valeur du matériel n'était pas très importante. Et puis, l'utilisation surtout des machines était très simple. Et ça ne demandait pas non plus une exigence particulière pour la finition. Donc, nous, il y a 30 ans, on a vite senti qu'il fallait changer tout ça parce qu'on n'allait pas rester artisan. Et donc, on a, comment dire, on s'est mis à changer tout le mode de fonctionnement de l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de créer cette société, mon mari et moi-même, on a eu des expériences salariales dans différentes entreprises où les managements étaient plus pyramidales et directifs. Et c'est quand on s'est installé, on a surtout voulu éviter ça. On a vraiment souhaité changer de style de management parce qu'on ne s'y retrouvait pas nous-mêmes. Donc, on ne voulait pas le faire subir à nos futurs salariés. Ça, pour moi, c'est un point important. Et
Donc, au départ, pendant une dizaine d'années, on a eu un style plutôt paternaliste dans le management. Donc, après quelques mois d'activité, on a carrément changé l'orientation de l'entreprise. On l'a tournée vers l'industrie agroalimentaire. Alors, ça s'est fait naturellement. Pourquoi? Parce que sur Sablé, on a des structures très importantes comme le groupe LDC, qui est le premier groupe volailler européen maintenant, a son siège social et ses unités de production en partie sur Sablé. Et il y a également une grosse entreprise Charal sur Sablé. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec l'industrie agroalimentaire. C'est comme ça qu'on s'est engagé sur l'agroalimentaire. Et puis ensuite, ça fait tache d'huile et maintenant, on est présent sur toute la France. Ça, c'est pour expliquer pourquoi on a changé de la partie artisanale vers l'industrie. Ensuite, le fait de changer d'orientation, ça nous a obligés à investir dans du nouveau matériel. Et puis, ça nous a obligés également à avoir de nouvelles compétences techniques qui n'étaient plus les mêmes. Donc, cette première étape, ça nous a fait… on a pris conscience qu'il était indispensable d'accompagner les salariés au changement technologique avec les nouvelles machines. Donc, pour certains, ça a été un peu compliqué parce qu'ils avaient peur du changement. C'était un nouvel apprentissage, c'était un nouveau langage, mais en fait, ça s'est fait d'une manière, ça s'est fait en douceur et ça s'est fait au fil du temps. Ça, c'était pour l'évolution technologique. Ensuite, le slide suivant, c'est concernant… La production. Là, je dis, il y a un effet que j'appelle l'effet waouh chez vous, c'est que la propreté des locaux est quelque chose d'assez impressionnant, je trouve. Voilà. Donc, c'est une chose intéressante. Voilà, environnement de production, donc. Donc, l'environnement de production, c'est au début des années 2000. En fait, il faut savoir que moi, pendant 10 ans, j'ai gardé mon emploi à l'extérieur. J'étais responsable dans une banque et j'assurais toute la partie gestion et administration de l'entreprise. Je le faisais le week-end parce que c'était encore une petite structure. Mais début 2010, on s'était bien développé. Et là, j'ai fait le choix de quitter mon emploi pour intégrer totalement l'entreprise, où là, j'ai eu un poste de directrice administrative et financière. Donc, ça m'a permis déjà de développer toute la partie communication de l'entreprise. Voilà. Et puis, alors, ça, c'était une petite aparté en ce qui me concerne. Donc, on investit de plus en plus, début 2010. Nos techniques d'affûtage, elles évoluent aussi. On forme tout le temps et progressivement nos salariés sur les nouvelles machines. Ça leur permet de monter en compétences. Ça, c'est important parce que ils ne sont pas figés dans un poste et dans une fonction du début janvier jusqu'à fin janvier, jusqu'à la fin de l'année. Ils sont toujours en train de changer comment dire, de technique, de s'adapter sur des nouvelles machines. Ça, c'est hyper important. Donc, ils acquièrent de l'autonomie. Et puis, ils ont de plus en plus confiance dans leurs propres capacités. Ça, pour nous, c'est un point très important et c'est ce qui fait que ensuite, ça devient très fluide et ça nous permet de continuer d'évoluer. Ça nous a permis aussi, comme on dégage du résultat et on a vraiment envie de partager avec nos salariés, on a mis en place des tickets restaurants, mais très tôt. Dès 2002, on a mis en place des tickets restaurants. On leur a mis un plan, l'entreprise a mis en place un plan d'abonnement avec de l'abonnement, un plan épargne entreprise avec de l'abonnement. On a adhéré à un système de CE pour tous qu'on a remplacé en 2021 par des chèques vacances, mais on veut vraiment leur donner un certain nombre d'avantages sociaux. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas de turnover au sein de notre personnel, parce que la formation est très longue.
Il n'y a pas d'école pour former les affûteurs dans ce domaine, pour l'agroalimentaire. Donc, en fait, quand on recrute une personne, on sait qu'on a un certain investissement. C'est au moins 4 ans pour qu'ils soient à l'aise sur l'ensemble du matériel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas opérationnels au bout de quelques semaines, hein. Mais pour vraiment être autonome sur toutes les machines, c'est pratiquement 4 ans de formation. Donc, la formation, ça se fait sous forme de tutorat. Ce sont les anciens qui forment les nouveaux. Voilà comment ça se pratique. Donc, on n'a pas de turnover parce que je pense tout ce qu'on a mis en place au sein de l'entreprise, cette confiance, l'environnement de production, comme disait Jacques, où c'est très propre. Je pense que ça fait partir aussi des éléments où on a envie de travailler. Et tous ces constats nous ont fait penser qu'on était vraiment dans la bonne direction. Et on ne sait pas du tout classer notre style de management. Peut-être que c'est un bon management, mais quel titre lui mettre derrière, je ne sais pas. Nous, tout ce qu'on fait, on le fait d'une manière très intuitive. On grandit en même temps que nos salariés. Donc, en 2004, notre fils, Pierre-Henri, rejoint l'équipe d'affûteurs. C'est lui qui va reprendre l'entreprise la fin d'année. Mais pourquoi j'insiste sur ce fait-là, c'est que quand il est arrivé en 2004, il est arrivé au même niveau que les affûteurs. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'atelier et il a fait le travail des affûteurs. Donc, il a été formé sur toutes les machines. Une formation qui a duré, pareil, 4-5 ans, comme l'ensemble du personnel. Il n'a pas eu de traitement de faveur. Même, je dirais c'était plus dur pour lui que certains salariés par son papa qui n'était pas tendre avec lui. Mais ce n'était pas le fils du patron. Il a vraiment été éduqué comme le salarié lambda. Ensuite, en 2009, on a eu une année très compliquée. Mon mari a eu un gros problème de santé. Il a fait un infarctus. Il a été arrêté un certain nombre de mois. Et là, c'est arrivé un samedi et dès le lundi matin, j'étais face à l'équipe en leur disant voilà ce qui se passe. Et là, j'ai ressenti une équipe très soudée qui m'a dit vous inquiétez pas, on est là. Vous pouvez avoir notre confiance, on vous soutient, on va travailler ensemble, on va la maintenir, cette entreprise. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Pendant son absence, tout le monde a été très, très réactif. Et voilà, ils ont fait leur travail. Ils ont été très autonomes, ils ont fait leur travail. Ils ont vraiment eu envie que cette entreprise perdure, quoi. On a également eu un autre coup dur cette année-là. On avait un commercial qui a démissionné, mais qu'il démissionne, c'est naturel, je dirais. Ce qui est moins naturel, c'est qu'il est parti avec l'ensemble du fichier. Ça s'est passé l'année où mon mari était en convalescence. Donc là, notre capital confiance, on peut dire qu'il en a pris un gros coup. Il nous a fallu un certain temps pour refaire confiance à une nouvelle personne. Mais voilà, au fil des mois, on est redevenu plus confiant. Et face à cette deuxième épreuve, on a encore senti les collègues, les collaborateurs qui nous ont apporté leur soutien, qui nous ont vraiment fait confiance encore et qui nous ont soutenus. Donc ça, c'est des points importants. Je pense que ça vient certainement de l'ADN de l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? 2010, alors on a modifié l'organisation. Donc 2010, ça veut dire 20 ans de vie de l'entreprise. Donc l'entreprise continuait de grossir avec plus de machines, plus de salariés. Et là, on s'est dit, bon, comment on va faire pour organiser tout ça, pour que tout le monde puisse travailler sur toutes les machines et également pouvoir continuer à travailler pendant les périodes de vacances, parce que sachant qu'on travaille pour l'agroalimentaire, on ne peut pas fermer notre production. Enfin, l'unité de production ne peut pas être fermée. On est ouvert de janvier enfin, on n'a jamais de période de fermeture. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler en binôme pendant les congés. Ça veut dire également qu'il faut que l'ensemble du personnel puisse travailler sur tous les postes de travail. Donc, en 2010, on a organisé des îlots.
On a fait 6 îlots de travail constitués de 5 à 6 machines. Et dans chaque îlot a une fonction spécifique avec des machines différentes. Et après, on a mis en place un programme de formation et d'accompagnement afin que chaque opérateur soit en mesure de travailler sur l'ensemble des 6 îlots. Donc, ça prend du temps, ça prend plusieurs années, mais ça fait 10 ans que ça fonctionne comme ça. Et ben, aujourd'hui, on est très content parce que ça nous laisse une grande marge de manœuvre. L'avantage pour l'entreprise, c'est que ben, on a une réactivité immédiate en cas d'absence. L'entreprise, comme elle fonctionne toute l'année, donc ça nous permet le client ne s'en aperçoit pas. Et puis également, ce qui est important, c'est que comme les opérateurs fonctionnent en binôme, ils s'arrangent entre eux pour leurs congés. On n'impose pas les congés. Ils s'arrangent déjà tous les deux par binôme. Comme ça, on assure la continuité des services à la clientèle. Les salariés sont contents parce qu'ils peuvent gérer leur congés. Et voilà. Et puis l'autre avantage pour les opérateurs aussi, le fait de travailler en îlot, c'est qu'ils montent en compétences. Ça limite les gestes répétitifs parce qu'il y a certains postes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles ou moins intéressants, mais le fait de travailler en îlot, ça veut dire qu'ils vont passer peut-être une fois tous les 6 mois sur des postes moins intéressants. Donc, c'est plus supportable que de travailler toute une année sur un poste qui n'est pas intéressant. Ça nous paraissait intéressant. Merci. Oui. Le temps est peut-être limité, donc il faut qu'on voit. Je ne pensais pas être aussi bavarde. Voilà. Mais on voit que la fidélisation repose sur un ensemble de choses, de détails, enfin de signaux faibles, on va dire, qui sont finalement très importants, quoi. Oui. Voilà. On peut peut-être passer à la diapo suivante ou passer vite la numérisation des documents. Donc, voilà, là, c'était… Aligné, ça suit la démarche, là, ouais. Voilà, là, c'est vraiment… on propose de la formation, le SST au travail, la maîtrise des logiciels de dessin, l'anglais. Ça, on le propose à l'ensemble du personnel, mais sans l'imposer. Donc, c'est vraiment sous forme de volontariat. On va passer à la suivante. Donc là, il y a un certain nombre de chiffres qui indiquent l'évolution donc, de la société sur les 30 années, entre 2 salariés en 2010, en 90 et 15 salariés aujourd'hui. Avec l'arrivée d'un nouveau robot d'affûtage, on a 2 médaillés du travail. Je fais vite, hein. On a donc important, on a transformé l'entreprise, on a fait la transition numérique. On a numérisé tout ce qui est archivage, ça c'est déjà fait depuis 5 ans, et on a remplacé tous les classeurs papier des ateliers par des tablettes numériques. Donc, en fait, on leur a mis en place, enfin, on leur a donné à chacun une tablette numérique où ils ont l'ensemble des consignes dessus. Donc, pareil, j'avais mis qu'ils avaient peur au départ, mais que ça a duré 15 jours et maintenant, ils voudraient plus se séparer de leur tablette. Ils s'étaient bien approprié le fonctionnement de la tablette. On a un webmaster qui nous gère toute la partie communication sur les réseaux sociaux. Et le but, c'est surtout de mettre en lumière les salariés de l'entreprise. OK. Une petite… je raccourcis, hein, je suis désolée. Oui, mais il faut parce qu'on est très limité en temps. Voilà, l'organigramme. Voilà. En fait, je voulais… Au niveau, bon, voilà, ça présente l'entreprise, mais on est dans l'anticipation. Mon mari a commencé à vraiment carrément, il est parti depuis 1 an et demi. Il a vraiment laissé toute la partie direction technique et management à mon fils, qui va reprendre en fin d'année. Et moi, j'ai embauché une personne pour me remplacer. Ça fait déjà 15 mois qu'elle est avec moi en binôme. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on veut absolument poursuivre dans la même optique, le même ADN. On veut, voilà, on anticipe.
Et On voit voilà. effectivement que c'est ce qu'on appelle un départ en sifflet. C'est-à-dire, il y a une période de chevauchement. Chez Favi, ils appellent ça le concept d'holomorphie. Ça veut dire que chaque salarié doit être assuré que si quelqu'un tombe malade ou pas, ben, l'entreprise continue. Ça veut dire que le système est pérenne. Voilà. Alors, j'avais prévu après une petite, mais la vidéo, on n'aura pas le temps de la Oui, passer. peut-être. C'était juste pendant le Covid, en fait, c'était un petit peu compliqué parce que on s'est retrouvé étant entreprise essentielle du fait de nos secteurs d'activité. Donc, il a fallu déjà que tout le monde accepte de continuer de travailler. Début mars 2020, on ne connaissait pas du tout ce que l'on connaît aujourd'hui du Covid. Donc, on a été très, très surpris, ils ont tous accepté. Et ils ont fait beaucoup d'efforts, ils se sont protégés, nous, on les a protégés. Et en fait, on a voulu les mettre en valeur et on les a fait témoigner à travers une vidéo où ils ont apporté vraiment leur témoignage. Bon, là, il faut, encore une fois, le témoignage, il faut le ramener un an en arrière. Et ça leur a fait énormément plaisir. On leur a donné également des primes, la prime Covid. Hein. Ça nous a permis aussi de voir qu'on pouvait travailler en télétravail. Alors, pas pour tout le monde, puisque nous, on est plus dans la production, mais notre webmaster, on l'a fait travailler en télétravail. C'est aussi une marque de confiance hein, quand on accepte que quelqu'un travaille de chez lui en télétravail. Donc, pour une entreprise, c'est une grande marque de confiance entre l'employeur et son salarié. On a également le slide suivant, c'est devant la difficulté de recruter sur un poste d'affûteur. On a fait une petite vidéo également sur un affûteur qui présente son métier. Donc, le but, c'est certainement plus compréhensible et ça donne plus envie de venir découvrir ce métier-là que si on le présente par moi-même, par exemple. Si moi, je présente le métier d'affûteur, on va m'écouter, mais on va me dire, elle n'y connaît rien, quoi. Que si c'est l'affûteur lui-même qui présente son métier, ça parle davantage. Donc, également, vous pouvez visionner cette vidéo qui est en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et le dernier investissement date de la semaine dernière, enfin, c'est arrivé dans l'entreprise. C'est un robot d'affûtage avec un chargement automatique qui est arrivé la semaine dernière. Donc, c'est des investissements très importants. Hein, c'est de l'ordre de 250 000 euros. Pour des grosses entreprises, c'est peut-être pas beaucoup, mais une petite comme la nôtre, ça commence à représenter. Et c'est aussi une marque de confiance parce qu'on met entre les mains de nos salariés du matériel qui a une très grande valeur. Donc, ils ont eu une formation, bien entendu. Voilà, donc moi, j'ai écourté là, les derniers Oui, bah slides. oui, Donc, on est limité par le temps. à mon sens, il n'existe pas une seule façon de manager l'humain. Les méthodes, elles diffèrent en fonction de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, du niveau de qualification des salariés, de leur personnalité et puis aussi en fonction des objectifs à réaliser. Toutefois, pour moi, les qualités clés et indispensables à tout bon management sont l'empathie, la rigueur et la communication. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Le temps passe malheureusement et Oui. c'est vrai qu'à vous écouter tous les deux, on pourrait encore rester tout l'après-midi, j'en suis certain. Peut-être, je vous propose d'aborder 2-3 petites questions, à moins que Monsieur Alexandre ait quelque chose à préciser. Non, pas spécialement, simplement pour les questions. Les questions vont peut-être compléter les choses. Alors, Alors là, voilà, il y a une première question qui est, est-ce que l'entreprise est certifiée déjà sur des normes ou des réglementations particulières? C'est pour moi. Hein. Oui. Non, on n'a aucune certification. On donne, alors, on sort des certificats d'alimentarité, mais on n'a aucune certification. Très bien. Autre question, comment sont organisées les relations avec les salariés, instances représentatives du personnel, etc. Alors, Cette relation. on a un CSE qui
qui a été mis en place en début d'année. On avait un petit peu de retard avec le Covid, mais il a été mis en place en début d'année et c'est un membre du personnel qui s'est porté candidat. Il y a eu les élections et c'est lui qui aujourd'hui fait l'interférence, on va dire, entre les salariés et Pierre-Henri et moi-même. Mais dans les faits, ça se faisait vraiment d'une manière très naturelle. Quand ils ont quelque chose à voir, ils poussent la porte de notre bureau et puis il y a des échanges qui se font tout à fait naturellement. Très bien. Si vous aviez une démarche à mettre en place du management de la confiance, quelles sont les recommandations que vous feriez auprès de celui qui a envie de développer cette démarche de management? C'est une question très large. Nous, on l'a tellement fait d'une manière intuitive et naturelle, Spontanée. spontanée, que de vous répondre comme ça, voilà, je ne sais pas trop comme ça ce que je pourrais vous répondre. Déjà, essayer de respecter l'autre. Pour moi, d'être d'égal à égal. Mm-hmm. Mais on est face quand même à des gens qui sont de la base quand même. Quand on est, enfin, comment dire, les affûteurs au départ, quand on les recrute, on les forme à notre image et tout, mais au départ, ils n'ont pas forcément de formation ni rien. Donc, il faut vraiment se mettre à leur niveau. Pour qu'il y ait de la confiance, pour moi, il faut se mettre à leur niveau. D'accord, donc c'est ce rapport de la relation humaine qui prévaut. Moi, c'est ça le plus important. Pour vous, pour la mise en place, d'établir cette confiance et vous permettre de manager dans cet esprit. Oui. C'est assez un peu dans la continuité d'ailleurs du précédent webinaire que nous avions fait. Il n'y a aucune femme dans votre équipe. Il y a une question, comment ça s'explique? Nous avons 2 femmes. Vous ne les avez pas vues, les femmes, sur l'organigramme? Non, on vous a vu, vous? Alors, Karine qui est partie accueil et logistique, qui travaille dans l'atelier avec tous les hommes, et puis la personne qui va me remplacer. D'accord. Et le fait, c'est le métier, en fait, qui n'est pas ouvert au profil plutôt féminin? On peut accepter des femmes au niveau du poste d'affûtage, mais pour l'instant, on a eu 2 expériences, 2 personnes qui avaient essayé, 2 femmes qui avaient essayé. Et puis, bon, voilà, ça n'avait pas abouti. Mais on n'est pas du tout fermé. Merci beaucoup. Nous avions une question, mais je vois que Monsieur Jacques-Alexandre a répondu sur la possibilité d'avoir les fiches FAVI. Voilà. Et donc, il a gentiment mis le lien sur le chat. C'est tout à fait intéressant. J'ai beaucoup de remerciements sur votre présentation et les participants, vous les ont trouvées très intéressantes. Malheureusement, le temps passe et trop vite toujours. Une précision peut-être, Monsieur Alexandre, Madame Frémont? J'aurais bien voulu faire une précision. J'ai dit qu'on n'avait aucune certification. Par contre, là, on est en train de mettre en place la démarche RSE. On va sortir notre premier rapport RSE d'ici, allez, on va dire 1 an, parce que c'est très long à mettre en place. Et voilà. Dans une démarche de la confiance, la RSE s'impose forcément. Voilà. Monsieur Alexandre? Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'on est dans un monde qui évolue à une vitesse grand V. Je considère que dans les 5 années à venir, on aura autant de changements que dans les 20 années précédentes, notamment à cause de la connexion des systèmes. On va passer dans des systèmes hyper connectés. Cette complexité, moi, je me réfère à Edgar Morin, qui est un petit jeune qui quand même connaît bien le phénomène de la complexité. Elle est basée sur le fait qu'on ne peut plus décomposer un système pour le comprendre. C'est-à-dire les systèmes complexes, il faut une confiance globale. Moi, je ne sais pas démonter ma voiture. Avant, je savais démonter ma 4L. Donc, ça veut dire que ce monde qui bouge, il faut l'intégrer comme tel, et sinon, on n'est pas du tout en confiance, quoi. Parce que moi, je considère que, si vous voulez, certains me disent, j'ai une voiture connectée, je suis fliqué. Non, c'est moi aussi qui flique Tesla. C'est-à-dire que si Tesla n'est pas bon,
tous les utilisateurs de Tesla vont acheter des OE, quoi. Donc, ça veut dire que le système, on se tient en gros par la barbichette. C'est-à-dire, chaque acteur du système étant connecté doit respecter l'autre parce que si le système s'écroule, on s'écroule tous, quoi. Mais ça fait peur quand même. Et en même temps, tout le monde est, voilà. tout le monde est partie prenante. Alors, il me reste à rendre la parole à Jean-Jacques Biono qui va conclure et nous présenter peut-être le prochain webinaire, je ne sais pas. Ok, ben oui, effectivement, merci Georges et merci donc à nos intervenants, Marie-Paul et Jacques. C'était intéressant, c'était pratico-pratique, c'était du concret. On était presque avec Marie-Paul dans l'atelier à essayer de faire fonctionner les tours. Mais on n'a pas la compétence, Marie-Paul. On n'a pas fait la formation. Moi non plus, je n'ai pas la compétence. Ok. Donc, merci pour votre participation. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à répondre à notre évaluation. Chaque webinaire est conclu par un questionnaire d'évaluation. Merci à vous de le documenter, de le remplir et de nous faire vos suggestions. Dans le cadre de ce questionnaire, vous pourrez, si vous le souhaitez, demander à recevoir l'enregistrement du web d'aujourd'hui et il est à votre disposition dès qu'il est monté. Ensuite, je vous dis 2 mots de nos prochains webinaires. En juin et début juillet, nous allons faire un focus de 3 webinaires sur le Lean. Et Lean comme approche originale que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de grandes entreprises pratiquent, mais qui aujourd'hui n'est pas diffusée, n'est pas beaucoup mise en œuvre dans les petites organisations. D'ailleurs, c'est peut-être une suggestion à faire à Marie-Paul après la RSE, le Lean. Bon, très bien. J'espère que vous retrouvez nombreux lors de nos prochains webinaires et merci pour votre participation aujourd'hui. Bonne journée et bon week-end. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.